sur la télévision Labari en ce mardi 3 décembre. Merci d'être au rendez-vous du journal dont en voici le sommaire. Deuxième et dernier jour de la visite de travail du président mauritanien au Niger, plusieurs accords de coopération signés et une conférence de presse sur la sécurité au Sahel ont marqué la fin de cette visite. Les détails dans quelques instants. Le rapport 2013 sur la corruption dans le monde de Transparency International est publié. Le Danemark et la Nouvelle-Zélande en haut du classement. L'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie qui ferment la marche. Et le Niger qui se pointe au 106e rang mondial. Décryptage et analyse dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous revoir et bienvenue à vous. Fin aujourd'hui, dis-je, de la visite de travail au Niger du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Entre autres points au programme de ce dernier jour de visite, des accords de coopération signés et une conférence de presse conjointe sur la sécurité au Sahel. Un round-up signé Assoumana China et Saloutouni. Au deuxième et dernier jour de la visite du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz au Niger, une rencontre entre les délégations de deux pays s'est déroulée ce matin à la présidence. Rencontre à l'issue de laquelle 5 accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Il s'agit de l'accord de sécurité, accord d'entente dans le cadre des affaires islamiques et de l'enseignement arabe, accord dans le domaine de l'énergie et du pétrole et accord dans le domaine des mines. Après la signature de ces accords, les deux chefs d'État ont animé une conférence de presse axée sur la sécurité dans le Sahel. Les deux présidents ont appelé à la conjugaison des efforts pour faire face au terrorisme dans la sous-région. Nous avons une parfaite identité de vue sur les mesures à prendre, sur ce qu'il faut faire, afin que le Sahel devienne un espace de paix et de sécurité, afin de juguler le terrorisme et le crime organisé dans notre région. Nous sommes conscients aussi du fait que les problèmes de sécurité sont aussi des problèmes de développement. Et c'est pour cela que nous sommes tous conscients de la liaison qui existe entre sécurité et développement. Et vous avez dû le noter dans le communiqué conjoint. Nous avons salué la stratégie intégrée des Nations Unies qui fait une place importante aux questions de développement économique et social, au moins dans les 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Donc ensemble, avec mon frère, nous allons faire en sorte que nos peuples puissent profiter au maximum des ressources qui seront mises à notre disposition afin de créer les conditions de la lutte contre la pauvreté. Parce que comme on le sait, la pauvreté est le principal allié, je dirais, du terrorisme et du crime organisé. D'autre part, en ce qui concerne le terrorisme, nous pensons que c'est un phénomène qui ne peut être ni traité ni réglé par un seul État. Ça, nous l'avons souvent dit, nous en sommes tous conscients, tous les États en sont conscients. Donc nous devons de continuer à travailler ensemble pour éradiquer ce phénomène afin de substituer le terrorisme, afin de lui substituer la sécurité, la stabilité et de substituer à la pauvreté, la misère, de lui substituer le développement et l'émancipation de nos peuples. Cela ne peut pas se passer dans l'insécurité, parce qu'on ne peut pas investir, on ne peut pas développer notre pays tant qu'il y a l'insécurité. Nous ne pouvons pas le faire seuls, et personne ne le ferait à notre place si nos pays sont dans une situation d'insécurité constante. C'est pourquoi nous devons prendre toutes nos responsabilités, unir tous nos efforts, toutes nos capacités pour
permettre à cette paix, à cette sécurité, à cette stabilité de s'instaurer et de s'installer chez nous. Cela demande l'engagement de tous les États, un engagement sincère, un engagement ferme qui vise des objectifs. Et nous pensons tous que ce sont des objectifs nobles qui sont la sécurité, la stabilité, le développement de nos pays. A noter que le président de la Mauritanie a procédé ce matin à la pose de la première pierre de l'école de l'amitié pour l'enseignement arabe et l'apprentissage de la religion islamique. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'était le dimanche 1er décembre dernier, souvenez-vous, mais la marraine de cette lutte au Niger, la première dame Hadjia Aïssata Issoufou, a encore du cœur à l'ouvrage. Ce matin, apprend-on, en effet, elle est allée au lycée Mariama pour le lancement officiel de la campagne de dépistage dans les écoles. Mamoudou Saleh et Omar Moussa l'ont suivi et rapportent. Avec comme mission de sauver des vies humaines et de préparer l'avenir, l'association nigérienne de marketing social Anima Sutura s'est engagée à contribuer à créer un climat favorable à la prise de conscience des interrelations entre population et développement et la mise en œuvre des comportements responsables auprès des jeunes en milieu scolaire. Prendre conscience de l'existence du VIH-Sida et de la façon dont il se transmet est important. Il ne faut ni banaliser la chose, ni développer à son égard une angoisse obsédante. Il faut réussir à passer de l'information à des attitudes saines pour soi et pour les autres. Cette vigilance est la condition nécessaire et indispensable pour que la maladie cesse de progresser. C'est dans le cadre de cette vigilance qu'est organisée la présente campagne, qui cible en particulier les jeunes scolaires. Cette campagne est un moyen d'informer et de sensibiliser les élèves au danger du sida. C'est pourquoi nous devrons nous engager, camarades, à connaître notre statut sérologique. Le choix de l'Anima Sutura de lancer la campagne de dépistage dans les écoles a été vivement salué par la ministre de l'Enseignement secondaire et demande aux scolaires de se faire dépister au cours de cette campagne. Au cours de cette journée choisie, chers élèves et enseignants, faites-vous dépister massivement en vue d'une meilleure prévention de la maladie, de la prise en charge précoce de ceux qui sont infectés et de la non-stigmatisation des personnes déjà atteintes pour que nous soyons au rendez-vous de 2015 avec zéro nouvelle infection, zéro stigmatisation et zéro décès lié au sida. Dans son discours de lancement, la marraine de la lutte contre le VIH-Sida, la première dame Hadjia Aïssata Issoufou a réaffirmé sa détermination à consacrer toute son énergie pour combattre ce fléau qu'est le sida. J'ai pris le ferme engagement de m'investir pleinement dans la lutte contre toutes les maladies et les souffrances qui menacent notre développement, en particulier le VIH, à travers la fondation Gouri Vie Meilleure. Mon action sera particulièrement orientée vers la femme et l'enfant, les pauvres et les démunis, bref, tous ceux qui souffrent. Aujourd'hui, je suis venu renouveler cet engagement devant vous, les représentants des jeunes de notre pays, pour que vous soyez à l'avant-garde du combat contre le sida, car l'avenir de notre cher pays repose sur vos épaules. Selon les données rapportées par les différentes enquêtes, les jeunes adolescents nigériens demeurent toujours exposés au risque de contamination par le VIH. Pour cette raison, mes chers enfants, je tiens à rappeler qu'en tant qu'adultes de demain, vous devez dès à présent adopter des comportements responsables pour préserver votre santé et pour vous garantir un avenir radieux. Pour bien réussir cette campagne, Anima Sutura a opté pour une nouvelle démarche qui prend en compte les acquis et les insuffisances des campagnes précédentes.
La lutte ne faiblit pas, doit-on comprendre, Mamoudou Saleh. C'est notre deuxième titre du jour, le rapport 2013 sur la corruption dans le monde de Transparency International. Le Niger gagne un point et se pointe au 106e rang mondial et au 19e en Afrique. Hassan Saleh Mustafa a lu et relu ce rapport. À présent, il le décrypte et l'analyse pour nous. Suivons-le. Dans le rapport 2013 publié ce mardi par Transparency International sur la corruption au monde, c'est le Danemark qui est en tête des pays le moins corrompus. Ensuite, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, la Suède et la Norvège. Sur le continent africain, c'est le Botswana qui est en tête des listes des 10 pays africains le moins corrompus. Selon l'indice de la perception de la corruption, le Botswana est suivi du Cap-Vert, des Seychelles, du Rwanda et de l'île Maurice. 5 pays donc qui ont obtenu un score supérieur à 50 sur un barème de 100. Dans son rapport, Transparency International estime que plus de 2 tiers des 175 pays figurant sur la liste de 2013 ont obtenu un score inférieur à 50. L'indice de perception de la corruption en 2013 démontre que tous les pays sont encore confrontés à la menace de la corruption à tous les niveaux du gouvernement. Le Niger a quant à lui progressé d'un point par rapport à l'année passée et occupe 106e place au plan mondial et 19e sur 48 en Afrique. Nous voilà édifiés, Hassan Saleh Mustafa. Au chapitre politique, cette colère de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR. Et pour cause, l'Alliance qui envisage d'aller à la rencontre de sa base à l'intérieur du pays a appris que les gouverneurs des régions ont été instruits par le ministre de l'Intérieur d'interdire toute manifestation de l'opposition. C'est une dérive autoritaire, une entorse au droit et à la démocratie, crie-t-elle. Souleymane Barma et Halidou Bourema font le point. C'est un message radio en date du 27 novembre 2013 adressé aux gouverneurs des régions qui annonce cette décision signée par le ministre de l'Intérieur interdisant toutes les manifestations de l'opposition, notamment les marches et meetings pour des raisons de maintien d'ordre public, précise bien cette décision qui fait déjà crier la RDR. C'est un message radio adressé à tous les gouverneurs. Il dit, vous informe de ce que tous les meetings et marches de l'opposition, je précise bien de l'opposition, sont interdits pour des raisons d'ordre public. Par contre, ils peuvent se réunir à leur siège ou dans les salles publiques. Stop et fin du message. Vous comprenez à travers ce message que véritablement c'est la démocratie et la République qui sont menacées. Mais la chose la plus unique, c'est que le message précise bien que ce sont uniquement les meetings de l'opposition qui sont interdits. Comme si les gens de l'opposition, les militants et les citoyens de l'opposition ne sont pas des Nigériens à part entière. Parce que cela voudrait dire que la majorité peut organiser ces marches et ces meetings. Je n'ai jamais pensé que ce type de message peut provenir de Massaoudou Hassoumi, que je pense être véritablement un intellectuel, que je pense être véritablement un défenseur de la démocratie. L'article 9 de la Constitution nous dit que dans le cadre des libertés d'association, reconnues et garanties par la présente Constitution, les partis politiques, groupements et syndicats, organisations non gouvernementales et autres associations ou groupements d'associations se forment et exercent leur activité librement dans le respect des lois et règlements de la République. Plus loin, l'article 32 précise que véritablement l'État reconnaît et garantit la liberté d'aller, de venir, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions prévues par la loi. En attendant la réaction des autorités sur l'authenticité de ce document qui circule dans les rues de Niamey, la RDR n'entend pas se laisser faire à laisser entendre son porte-parole. Ils passent tout leur temps à nous provoquer. Nous avons laissé les citoyens observer ce qui est en train de se passer, mais nous sommes arrivés à la limite objective. Nous sommes arrivés au pied du mur et nous n'allons pas nous laisser faire. C'est des libertés que nous garantissent la loi, c'est des droits que nous garantissent la loi et nous sommes déterminés contre vents et marées à défendre ces libertés et ces droits. Nous allons aller vers nos militants, partout où ils se trouvent au Niger. Et ce n'est pas des conteneurs de lacrymogènes qui vont nous empêcher de le faire.
Décidément, la classe politique nigérienne semble être divisée plus que jamais et à l'allure où les choses évoluent, tout laisse à croire que la fin du différend qui oppose les hommes politiques depuis l'annonce de l'idée de formation d'un gouvernement d'union nationale n'est pas pour demain. Un autre bras de fer en perspective, Souleymane. Les membres de la coalition des organisations nigériennes de défense des droits de l'enfant, CONID, sont en atelier depuis ce matin. Un atelier de renforcement des capacités sur le thème la participation des enfants et qui réunit des participants venus de toutes les régions du pays. À la cérémonie d'ouverture, il y avait nos reporters Michel Djedji et Ibrahim Abdou qui nous donnent ces détails. C'est un atelier visant à favoriser une participation effective des enfants dans les instances de décision aussi bien au niveau déconcentré que national. Comme vous devrez déjà le savoir, étant des activistes sur les questions de droits de l'enfant, je suppose que tout un chacun a averti sur ces principes. Il y a ce que nous appelons communément les principes indérogeables des droits de l'enfant. Ces principes ont pour nom la non-discrimination, la survie et le développement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la participation des enfants. Quand on parle de principes ou de fondements des droits de l'enfant, si un de ces fondements, un de ces piliers, j'allais dire, n'est pas présent, alors il n'y a pas de fondement. Très malheureusement, au vu de notre contexte socio-culturel, également au vu de la pauvreté, en tout cas dans laquelle végètent la plupart de nos enfants, mais également de certaines valeurs sociales qui, à notre avis, sont des valeurs souvent néfastes, ne permettent pas à ce que l'enfant puisse exprimer librement ses opinions, même quand il s'agit des questions qui concernent sa vie. Je vais dire ici les questions relatives au mariage, par exemple. On ne demande pas très souvent à l'enfant son point de vue, alors que c'est une entreprise dans laquelle l'enfant veut s'engager pour toute sa vie. Des facteurs qui constituent des obstacles pour l'épanouissement des enfants nigériens dans un pays ayant pourtant une population majoritairement jeune, a déploré le président de la CONID. Le présent atelier va ainsi permettre aux participants de réfléchir et de partager des connaissances sur les voies et moyens pouvant permettre de lever les barrières socio-culturelles et même familiales qui freinent le leadership enfant au Niger. Occasion pour la représentante de la ministre en charge de la protection de l'enfant de saluer cette initiative qui cadre bien avec la politique des autorités de la 7e République qui ont placé la jeunesse nigérienne au cœur du développement, a-t-elle affirmé. Cette initiative atteste l'engagement de la société civile, singulièrement la CONID, à accompagner le ministère en charge de la protection de l'enfant dans sa noble mission de faire des droits de l'enfant une réalité au Niger, de lutter contre toute forme d'abus, violence et exploitation à l'égard des enfants et de promouvoir un véritable leadership enfant au Niger. Cette rencontre de 3 jours permettra ainsi aux structures membres et partenaires de la CONID d'être outillés sur les normes pratiques relatives à la participation des enfants pour un meilleur engagement dans la défense de leurs droits et les actions de plaidoyer en faveur du mieux-être des enfants au Niger. Et depuis hier au Palais des Congrès, une conférence régionale sur la problématique de l'éducation en milieu nomade dans les États de la Sainte-Sade bat son plein. Une initiative de SDS Sahel qui vise à définir des politiques et stratégies pertinentes pour une éducation de base formelle et non formelle de qualité, apprend-on dans ce compte-rendu de Adam Ousmana et Aboubakar Souley. Par la présente rencontre, les représentants des gouvernements des pays sahélo-sahariens et les différents acteurs intervenant dans l'éducation sont appelés à se pencher sur les voies et moyens permettant d'élargir l'accès à l'éducation de base formelle et non formelle à toutes les composantes de leurs nations respectives, notamment en milieu nomade. Une politique à laquelle adhèrent sans faille les partenaires techniques et financiers dont le chef de file, Renaud Philippe, a loué les efforts des plus hautes autorités pour le développement de l'éducation au Niger tout en rassurant l'assistance de leur appui constant. Pour sa part, le secrétaire général du SINSAD a bien voulu situer l'objectif de cette rencontre et les défis à relever. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour réfléchir
Zélande susceptible de permettre à tous les États de faire des avancées significatives dans le sens des objectifs millénaires pour le développement, dont l'objectif numéro 2, assurer l'éducation primaire pour tous, en particulier dans les zones nomades. Il s'agit de créer les conditions pour vulgariser l'éducation, en particulier dans les zones nomades, en facilitant l'accès aux écoles, en améliorant le cadre scolaire, en y installant un encadrement humain dévoué et motivé. Affiner les stratégies et faire en sorte que leurs actions soient encore plus efficaces dans le secteur de l'éducation, tel est le combat auquel se livrent les pays de l'espace sahélo-saharien à travers cette conférence. Nous osons espérer gagner la bataille pour qu'un modèle d'éducation de base en milieu nomade puisse être disponible. Ce modèle permettra à chaque pays de l'espace sahélo-saharien de disposer d'un cadre de référence pour garantir à ces populations nomades une éducation de base de qualité. Cette conférence aura aussi pour avantage de permettre à tous les acteurs, parties prenantes au processus, de se retrouver pour réfléchir ensemble sur les voies et les moyens pour assurer une éducation de qualité aux enfants vivant en zone nomade, dans un souci d'équité d'une part et de promotion de la paix, la sécurité et du développement à l'école d'autre part. De cette rencontre qui durera 4 jours sortiront sans nul doute des stratégies à même d'améliorer la qualité de l'éducation des nomades en Afrique subsaharienne. Au Nigeria, dans le sang et les larmes, le groupe islamiste Boko Haram continue à faire parler de lui. Dernière folie meurtrière, il s'en est pris à une base militaire à Maiduguri. Entre autres conséquences, des foyers abandonnés et des milliers de personnes sur les routes pour sauver leur vie. Une tragédie humaine, une horreur qui inspire ce commentaire de Hassan Saleh Mustafa. La situation se dégrade dans le nord du Nigeria. Le groupe islamiste Boko Haram a encore lancé une attaque de grande envergure contre l'armée, notamment une base militaire des armées de l'air et de terre à proximité de l'aéroport de la ville dans la nuit de dimanche à lundi à Maiduguri, son fief historique, causant de lourdes pertes matérielles, des aéronefs et des casernes détruits. Ils ont également incendié des magasins et des stations-service. Sur la base de l'armée de terre, les terroristes ont détruit les casernes et se sont emparés d'un véhicule de transport de troupes blindées, mais ils l'ont laissé sur une route, ensuite indique un responsable local. En réaction, les autorités ont imposé un couvre-feu total de 24 heures et fermé temporairement l'aéroport, coupant du monde la ville de Maiduguri. Il s'agit de l'un des plus importants assauts des insurgés contre l'armée depuis plusieurs mois et sans doute même depuis le combat de 2009 dans cette même ville qui avait duré plusieurs jours et fait 800 morts. Les autorités nigérianes lançaient une offensive majeure depuis mai pour tenter d'éradiquer le groupe islamiste de 3 États du Nord, Maiduguri, Yobe et Adamawa, très majoritairement musulmans et où l'état d'urgence était depuis lors en vigueur. Elles avaient affirmé récemment avoir chassé les insurgés des grandes villes et les avoir repoussés dans les campagnes isolées. Le ministère nigérien de la Défense a confirmé les attaques de ce lundi dans un communiqué. Le ministère tirant le premier bilan fait état de 24 assaillants tués et 2 personnels de l'armée de l'air blessés, 3 avions militaires déclassés ainsi que 2 hélicoptères rendus inopérants. Le porte-parole de l'armée nigérienne à Maiduguri a rassuré que les soldats avaient réussi à repousser les assaillants et que la zone de l'aéroport était calme et sous contrôle. Le secrétaire du gouvernement de Borno a appelé la population à rester calme et à respecter la loi jusqu'à ce qu'elle reprenne le contrôle de la situation. Samedi dernier, l'armée avait annoncé un renforcement des mesures de sécurité dans les communautés du nord proches des frontières du Tchad, du Niger et du Cameroun par crainte d'attaques de Boko Haram pendant la période de Noël et du Nouvel An. La semaine dernière, 24 personnes avaient été tuées dans l'état de Borno dans 2 attaques attribuées à ce groupe radical. Le Boko Haram, fondé à Maiduguri il y a plus de 10 ans, a été placé le mois dernier sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. Le bilan de l'insurrection lancée par ce groupe depuis 2009 ainsi que de sa féroce répression est estimé à plusieurs milliers de morts. Et ainsi va ce monde et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez et merci de votre fidélité à la télévision Labari. Au revoir.